and tell me if this is too long a No. question, the answer, so you're not like stuck. It's okay. But the key for us all working on this film was to try and capture the spirit of that first film, whether it's in the tone of the film or in the music of the film, and usher it into a completely new story. And I will say that that's what was our goal from the very beginning, and that's what we attempted to do, to pay homage to that beautiful first film, but also to create something new and do it with great care and great thought and great love. Right? I mean, literally directly from the heart. Ok. Donc, Rob lui dit, c'est assez difficile à expliquer parce que pour lui, c'est tellement profond. C'est le premier film qu'il a vu quand il avait 4 ans. Et en fait, il dit c'est un film qui est vraiment dans le sang, dans les âmes de pas juste lui, mais de tout le monde presque. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de demander à Mark Shaiman et Scott Whitman de justement écrire parce qu'eux aussi, ils avaient vécu ce film comme ça en tant qu'enfant aussi. Et lui, Rob, il savait que pour eux, ça allait être aussi important de bien réussir le film comme ça va être pour lui. Donc pour eux, le clé, c'était juste de rattraper l'esprit en fait du premier film, si c'était par rapport au ton ou la musique, et d'amener quelque chose de nouveau. Et c'est ça qu'ils ont essayé de faire. Et c'est venu d'une place de l'amour, il dit, du cœur. Can I tell you, I think that's harder, you just did, than directing this film. Oh, stop. Thank you. Alors, à vous, vous avez des questions? Oui. Justement, en parlant de ça et en revenant sur ce qui a été dit sur la conférence de presse, il n'y a pas eu une sorte de tentation de faire des chansons plus pop, comme on le voyait par exemple dans La Reine des Neiges ou dans The Greatest Showman, des chansons qui sont avec des CD qui se vendent plus que des chansons du style de Mary Poppins plus... Okay. So his question is, so when you were creating the music, was there ever an instinct to do something kind of more poppy, like Frozen or Greatest Showman, in the interest of selling records? Was that ever? I think everyone's greatest nightmare was a dubstep trap remix. You know, but what is very smart is that they set the film 25 years in from the events of the first film. The first film takes place in 1910, but by setting it in the 30s, they get some swing, they get some jazz, and they get all those flavors, but they also continue to craft a love letter to that first score, and this score is just a giant musical love letter to the first film. Okay. En fait, donc lui il dit, en fait, non, je crois que c'était le cauchemar de tout le monde qu'on allait un peu remixer des morceaux comme ça pour faire du pop, c'était pas de tout ça. Et il dit c'était un bon choix, c'était intelligent d'avoir choisi de placer le film 25 ans après, donc dans les années 30, quand il y avait du swing, du jazz et tout ça. Et toute la musique est vraiment comme une lettre d'amour au premier film. Et c'est ça que vraiment ils ont voulu faire et avoir. Do you want to add something? No, that was beautifully said. Okay. Une autre question? Oui. On Hamilton, you talked about the cabinet and the fact that you worked all together to create a great musical. Was it the same for Mary Poppins? Were everyone involved and did you change or adapt your movie intention of music or anything? Oui, parce que juste pour rappeler tout le monde, en fait, bien sûr, Lynn est compositeur, mais il n'a pas écrit la musique sur ce film. Donc, was there still a collaborative process with Lin-Manuel, being a composer himself, maybe with Mark and with Scott? Mark Shaiman Well, I'll tell you right now, I mean, I know that when I approached Lin to do this film, I wanted him to be an actor in this film. I mean, I know his genius as a composer and a writer, we all know, it's extraordinary. But I find Lin's work on stage and on film to be extraordinary as well. And I was very excited to work with Lin as an actor. And so that was the focus. And I will say he has an extraordinary respect, and he can speak to this himself, but he has extraordinary respect for writers, especially Mark and Scott, who were literally tailored making this material for Lin. And that was our goal. I mean, we had cast Lin already, and so we were writing for him, for his voice. And and that was a great joy. And you know, the fun of being a Broadway composer, I still can't believe I get to call myself that, by the way, is there's a real sense of is a collegial nature to our friendships, because we know we can't write each other's scores. Writing music is so personal. I couldn't write Hairspray if I tried, nor could Mark Shaiman write Hamilton. You know, it's just we make different things, and the joy of making musicals, I think we all get into making musicals because we love to collaborate. And whether I'm coming into the room to make the clothes or whether I'm coming into the room to try on the clothes, I like coming in and playing my position, and it was a wonderful way to
learn from these incredible composers and get to wear these songs like tailor-fitted suits, just like Rob said. Okay. Donc Rob il disait au début, en fait c'est lui qui est allé vers Lynn en tant qu'acteur au début. Il a dit bien sûr tout le monde connaît le génie de Lynn en tant que compositeur, lyriciste, etc. Mais lui il adore ce qu'il fait également sur scène et en tant qu'acteur, même au cinéma. Donc il était vraiment content d'aller dans ce sens avec lui en tant qu'acteur. Et il a dit comme il savait que Lynn avait tellement de respect pour Mark et Scott et que vraiment comme ces morceaux étaient écrits pile pour lui, c'est ça qu'il avait bien aimé. Et le fait que Lynn était déjà faisait partie du projet avant que Mark et Scott sont venus, ils ont pu vraiment écrire ça pour lui. Et puis Lynn, il ajoute en fait, c'est génial d'être un compositeur au Broadway, il dit lui-même, j'arrive pas à croire que je peux dire ça, c'est tellement cool. Mais il dit ce qui est génial quand on compose des comédies musicales, c'est que c'est vraiment un sens de bon enfant entre nous. Par exemple, il dit lui, moi je pourrais pas avoir écrit Hairspray comme eux ils l'ont fait, et je suis sûre qu'eux ils n'ont jamais pu écrire Hamilton, c'est juste on n'a pas le même style, et c'est ça le joie qu'on retrouve chez les compositeurs à Broadway, c'est qu'on adore collaborer ensemble, et pour moi si je suis en train, l'expression c'est soit fabriquer les vêtements ou les porter, les deux sont sympas. Donc dans ce cas-là j'ai pu porter les vêtements qui étaient faits à ma mesure et c'était super. Et donc c'est pour ça notamment que dans la scène de la porcelaine, il y a quand même un rap pour rappeler l'œuvre de Lynn. So he's asking about the little kind of rap scene in the Royal Dalton, or in the book is not a covered whatever that song. Well, listen, personally, you know that I'd sneak rap into every project I work on. That's my side mission as a composer on Broadway, is to make sure people understand hip-hop is as wonderful a storytelling form as any other form of music. But even the rap section in this movie is a love letter to the first film, because Dick Van Dyke has that amazing rap sequence in Jolly Holiday that we all forget about because it's after the penguin dance, and all we remember is the penguin dance. But he's got that little rap section where he talks about all the girls, and he's making Mary Poppins jealous, and it's a beautiful little pattern moment. So I think of that sequence in our film as a love letter to that original as well. And I will say also, do you mind if I just jump in? Yeah, no, go ahead. That you know, we set our film in the era of the music hall, and it's a, you know, you call it rap, but we call it patter song, you know, from that era. I mean, you've said before, which I think is so true, you know, Gilbert and Sullivan were the first sort of rap creators. Yeah, it's totally patter. It's patter. It's English music hall patter, and he's absolutely right. It's in the first film as well. Voilà, donc Lynn il disait bien sûr, en fait c'est ma mission de mettre du rap dans tout ce qui est sur Broadway. Je veux que les gens comprennent que c'est un super moyen d'exprimer aussi, pas juste avec des chansons classiques. Mais et on dit ça, ce petit moment rap dans le film, c'était également une lettre d'amour au premier film, parce que si vous écoutez bien dans Jolly Holiday, ces jolies promenades, il y a une petite partie quand Dick Van Dyke il fait comme du rap, c'est ce qu'on appelle du patter en anglais. Et tout le monde oubliait cette séquence-là parce que ça vient, en fait il y a des penguins, en fait tout le monde se souvient des penguins qui sont en train de danser, mais en fait il y a vraiment une partie quand Dick Van Dyke il fait du rap en parlant des filles, il essaie de rendre Mary Poppins un peu jalouse. Donc vraiment encore une fois là ma partie rap c'était une histoire d'amour à ça. Et puis Rob il ajoute ce que j'ai adoré c'était qu'on a mis le film dans l'époque des music halls. Donc aussi une fois dans les musiques du music hall vous avez aussi ce patter comme Gilbert and Sullivan, je ne sais pas si vous connaissez qu'ils ont fait des opérettes. Eux aussi ils ont fait pas mal de morceaux où c'est presque comme du rap en fait, du patter encore une fois, c'est du chanter parler. Et donc nous aussi on voulait vraiment rendre hommage à ça. I am the very model of a modern major general. This matters vegetable, animal, and mineral. Oui, c'est Gilbert and Sullivan. Alors, une autre question? You're both talking about Mary Poppins Return as being a love letter to the first one, and its structure kind of mirrors the first one even. Was it something, obviously it was conscious, but don't you fear that people are going to keep comparing, oh, that's the song that was in the first one? Well, I have to say, I use myself as a barometer. Because I felt there were certain elements that I know if I were coming, just say I had nothing to do with this film, and I was coming to see a sequel to Mary Poppins, there were elements that I knew I'd want to see. I would want to see, for example, an animated live-action sequence. I feel it's in the DNA of Mary Poppins. There are things like that. I wanted to do a big, as we talked about downstairs, a big production number with athleticism and a masculine number, and you know, because I feel it's in the DNA of the material. So, and that really is that's what we did. We used elements from the first film in terms of structure only when we felt, you know, it was important to have. So
and I honestly felt that, you know, without those things, we would feel cheated and feel like we've gone somewhere else. So that's honestly what was behind the decision making. What do we need to see in this film? And I honestly, you know, as we went through it, it was very, very clear for us that we needed to, you know, cherry pick and use things that we felt were part of the world of Mary Poppins. And can I say, the whole, you know, I logged many hours dancing with the penguins, but just in front of my TV as a child. And for me, what was amazing making this movie was I didn't realize how much of that first film was in my DNA until I saw what Rob brought out of it. So, you know, we saw Cherry Tree Lane, and of course that they recreated to look like the original, and that was very moving, but I didn't get moved till tears until I saw The Kite. And I saw The Kite with the sash that says Votes for Women, that the mom wears in the first one. And I, you know, it's like I'd forgotten I'd even known it, because that movie is, I think, in our sort of global consciousness on such a subliminal level, and it brings all that out. It's pretty extraordinary. Donc la question c'était pour Rob en fait, est-ce qu'il avait peur que le fait que les chansons dans ce morceau, en fait, il reflète les chansons du premier, que les gens allaient peut-être dire non, c'est une comparaison, vous essayez de copier et tout. Il dit non, pour lui, c'était lui-même le baromètre pour faire ses choix. Et pour lui, il a dit il y avait certains trucs qui étaient dans le premier film qui étaient clairement dans l'ADN du film, d'un film de Mary Poppins. Par exemple, un morceau avec l'animation et les acteurs ensemble. Ça, pour lui, c'était vraiment dans l'ADN du film. Également, comme on disait tout à l'heure, le grand numéro de danse avec tous les hommes qui dansaient et tout ça aussi, ça fait partie de l'ADN d'un film de Mary Poppins. Donc, il voulait vraiment recréer ça pour que ça soit pareil, en fait, un peu le même, du même corps, si vous voulez. Et donc, du coup, ils ont utilisé les éléments du premier film, mais seulement quand ça leur semblait absolument nécessaire et très important. S'il ne les avait pas mis, il dit que même lui, personnellement, il aurait peut-être ne pas senti comme si on avait triché, que c'était pas très bien de n'avoir pas avoir fait ça. Donc, la question était toujours qu'est-ce qu'il nous faut absolument, et à partir de ce moment-là, ils ont vraiment choisi d'une manière très précise ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils ne voulaient pas faire. Et puis, Lynn, il disait, en fait, en tant que gamin, il avait dansé devant sa télévision avec les pingouins, et il ne s'est pas rendu compte à quel point c'était dans son propre ADN avant d'être là sur scène à faire le film aujourd'hui. Et il a dit, par exemple, quand ils ont recréé des trucs comme l'avenue des Cerisiers, il a dit, ouais, c'était chouette de voir la maison et tout, mais il ne pleurait pas. Mais là, quand il a vu le cerf-volant avec le petit bout qui tombe sur le cerf-volant qui disait voter pour les femmes, qui vient du premier film, là, il dit, c'est là où j'avais les larmes, et j'avais même oublié, il nous dit que c'était au fond de moi. Et il pense que c'est ça qui est beau avec ce film, c'est qu'on avait tous vu, mais on oublie comment c'est profondément une partie de notre ADN aussi, et c'est ça que Robert Fee, il a pu sortir ses aliments. I want a copy of these. He'll never I know, man, Yes. it's insane. Okay, who's got a question? It's a great gift. Yeah. Like you said earlier, the new music is totally in the spirit of the first movie while bringing up something new. How long did it take to write and record the soundtrack? And was there a lot of back and forth between you, the composers, the actors? Yes, the answer is yes to all those questions. We started writing in the fall of 2015. And that's when we started creating. We started first with the story, and then brought Mark Shane and Scott Whitman on as we started to put together the pieces of the story so that we could move seamlessly from our story into song, which is one of the hardest things. Lynn can speak beautifully about this as a composer himself, because you have to, when a song when a song comes out of story, it has to feel earned, and it has to feel seamless. So you're not aware that someone's starting to sing. It should feel it's just the fabric of the storytelling. So that took 3 years, and I will say by the time we got to rehearsals in London with Lynn and Emily and the entire cast, we were crafting things around them. And Lynn, for instance, I think for his first song, I know there were at least 4 or 5 versions of that first different songs that we tried with Lynn. We were looking for the right way in, and it was so helpful to build it for Lynn and hear. So it is definitely a collaboration with the actors, with myself, with the composer and writers, all of it. It's all intertwined. Yeah. And did you record, or did you guys sing live on set, or was it a little of both? So what happens in the structure of how we work,
when we finished rehearsing, the next thing we did just prior to shooting is we go into our pre-records, and it's during it can only be in that order because by then you know what you're doing in the song, so it can reflect how you're singing the song. And then, but then for me, when I would get on the set, there'd be many times where we would not use the pre-records. We would sing live, and that happened a lot. Lynn did it. Everybody did it because it's important to, if you can, feel that it's all happening in real time. Here's what I always feel. Everything in the film should feel live, like it's happening right then. You shouldn't know where we cross over from live into pre-record. It should all seem like it's happening right then. Ok, donc les questions c'était sur la musique, en fait, il fallait combien de temps pour l'écrire, l'enregistrer, etc. Et est-ce qu'ils ont travaillé tous ensemble, en fait, les acteurs et les compositeurs. Donc Rob dit que le processus a commencé à l'automne 2015, donc déjà avec l'histoire, et après ils ont commencé à discuter avec Mark Sheman et Scott Whitman par rapport à les morceaux, parce que ce qui était primordial pour eux, c'était la fluidité entre l'histoire aux chansons, et que ça se passe de l'un à l'autre très facilement. Et il dit pourquoi ça marche, c'est qu'il faut que la chanson, il vienne de l'histoire, que ça soit mérité entre guillemets et qu'on ne se rende même pas compte que les acteurs commencent à chanter. Il faut que ça soit vraiment fluide. Donc il fallait quand même 3 ans pour arriver à ce point-là. Après ils ont commencé les répétitions. Par exemple pour la première chanson que Lynn a fait, ils ont fait 4-5 versions différentes des chansons pour essayer de trouver la bonne façon de commencer le film. Et là pour le coup, Lynn de coup était beaucoup plus partie de ce processus pour essayer de trouver la bonne chanson. Et donc, par rapport à l'histoire d'enregistrement, il a dit en fait, ils font tous les répètes d'abord, après ils pré-enregistrent une bande originale, parce qu'il faut savoir grosso modo ce que tu fais, donc il faut tout le temps de répétition d'abord. Et après, une fois sur le tournage, après Robbie décide d'utiliser ou pas utiliser ce qui était pré-enregistré. Et il dit qu'en fait, il y avait beaucoup des acteurs, dont Lynn, Emily, etc., qui ont tous chanté pour le vrai sur le tournage. Et lui, il a dit le but, c'était que ce que nous, on regarde en tant que spectateur, c'est que ça sent vraiment vrai, et comme si c'était fait en direct à chaque moment. Incroyable. Merci. Beau, ça. Dernière question. Ok, je suis désolée. Une dernière petite question. Oui, peut-être c'est monsieur qui a pas fait. Oui, j'avais une question. Richard Sherman est marqué comme consultant dans le générique. Okay. Quel a été son rôle dans le film? Okay. So Richard Sherman, one of the Sherman and Sherman brothers who wrote the original film, is a consultant on the film. What exactly was his role? I wish I could have changed the title to cheerleader. Because that's really what he was. He was a cheerleader. Mark and Scott were writing these beautiful songs, and when we felt they were ready, they would share them with Richard Sherman. And he just basically gave his blessing and said, these are beautiful, these are wonderful. I mean, that's really what he was for us. Because, you know, he as a writer, and obviously his brother Robert Sherman too, means so much to us. And so to have their seal of approval meant everything. And Lynn, you had said, didn't you, that it was a Sherman and Sherman song? There's like a little echo of it in Hamilton somewhere. Did I get that wrong? Well, I stole a move from the Sherman Brothers in Hamilton. Yeah, well, one of the Saving Mr. Banks actually underlines it beautifully in that film. But the way they write a melody line contrary to the lyrical meaning. So medicine, go down, the medicine, go down. They go up every time they say down. So I stole the move at one point in King George's song. In Hamilton, I have him go, oceans rise, empires fall, which is a total Richard Sherman Brothers move. to make the note descend on rise and go up on fall. Ok, donc Richard Sherman, Robbie disait, il aurait préféré mettre, au lieu de consultant, en fait, presque comme pom-pom girl, parce qu'il a dit, t'es tellement... Pom-pom girl. Parce qu'ils ont dit, donc Mark et Scott, ils ont écrit des morceaux. Pom-pom fille, non, pom-pom girl. So Mark et Scott, ils ont écrit des morceaux, et après, ils ont allé les faire écouter à Richard Sherman, qui a donné un peu une bénédiction, si tu veux, en quelque sorte. Et c'était vraiment ça ce qu'il a donné. Il a donné son marque que oui, c'était bon, c'était une bonne chanson, vous pouvez avancer. Et moi, j'avais dit à Lynn, en fait, il me semble qu'il avait un peu inspiré d'un morceau comme ils ont écrit Sherman et Sherman pour un morceau dans Hamilton. Il explique que vous avez entendu, en fait, c'est cette idée de quand vous avez une parole qui dit, par exemple, bas, le note, il va vers le haut. Et c'est quelque chose qui était dans un des morceaux de Mary Poppins et que lui, il avait pris, comme vous avez entendu, pour Hamilton avec Ocean's Rise et Mountain's Fall. Voilà. Rise, Empire's Fall, voilà. Et voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bravo.